ne jamais reculer. Nationalisme. La 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 la. Peuple congolais, ne jamais reculer. Nationalisme, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Première en République démocratique du Congo, une femme va occuper le poste de Premier ministre. Il s'agit de Madame Judith Suminwa Tuluka, qui a été nommée le 1er avril. On croyait que c'était un poisson d'avril, mais en tout cas, c'est une réalité. Alors, Première ministre en République démocratique du Congo, les défis sont immenses. Que va-t-elle faire? Par où va-t-elle commencer? Défis et atouts de la nouvelle première ministre, c'est le sujet de cette émission de Vive Voix. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. De Vive Voix aujourd'hui a un réel plaisir de recevoir une dame de renom. Il s'agit de Madame Faïda Mangilwa, ministre honoraire du genre, famille et enfants, mais également consultante genre et aussi activiste acharnée, moi je peux le dire, de droits des femmes. Madame Faïda Mangilwa, bonsoir ou bonjour. 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 Merci de répondre à notre invitation malgré vos multiples occupations. Oui, c'est notre obligation, absolument. La République démocratique du Congo a une première dans l'histoire politique d'avoir à sa tête ou à la tête de l'exécutif national une femme, Madame Judith Suminwa Tuluka. Disons, c'est le lobbying des femmes qui a payé, votre lobbying. Disons, c'est d'abord une grande satisfaction. Satisfaction parce qu'il y a plus de 18 ans qu'on a attendu cela. Je rappelle ici que notre pays, la République démocratique du Congo, a inscrit dans sa constitution en 2006 le principe de parité homme-femme, et là-dedans, à son article 14, il est clairement dit que les femmes doivent participer dans les instances de prise de décision au même titre que les hommes. Et si tu comptes de 2006 en 2024, aujourd'hui, nous avons 18 ans. Donc 18 ans, il y a eu successivement à la tête de l'exécutif national de notre pays, la République démocratique du Congo, des hommes. Donc, il y a 18 ans qu'on attendait voir une femme à la tête des institutions. Donc voilà, c'est une grande satisfaction pour toutes les femmes, peu importe leur tendance, et nous avons vraiment beaucoup d'attentes, et voilà, c'est dont on va parler dans ce débat. Une fierté parce qu'on a une femme à la tête de l'exécutif national, mais aussi un grand défi lancé par le chef de l'État à l'endroit de la femme congolaise tout entière. Une fierté d'abord parce que la femme qu'on amène à la tête de l'exécutif, c'est pas n'importe aussi quelle femme. C'est une femme qui a un passé. Les gens qui l'ont fréquentée, nous qui l'avons fréquentée, en tout cas, c'est une femme qui a le minimum, le profil voulu pour être à la tête d'une telle institution. Alors, un défi, exactement, c'est un défi. C'est un défi, et nous, comme activistes des droits des femmes, nous nous disons, c'est le moment d'étudier des stratégies. Comment faire en sorte que nous puissions réussir? Parce que le mandat ici, nous ne sommes pas de son parti politique, mais pour autant que nous nous battons pour la participation politique de la femme, entre guillemets, nous nous disons, c'est notre mandat. Pour autant que c'est notre mandat, nous devons faire en sorte que, à partir d'elle,
d'autres portes s'ouvrent pour des milliers de femmes, pour les générations futures. Parce que si elles travaillent bien, ça sera comme un acquis. Mais si le bilan serait négatif, ça serait dommage pour notre élite. Et c'est cela le défi. Le défi qui est là, c'est le défi devant toutes les femmes africaines, les femmes à travers le monde, les femmes particulièrement de la RDC. Parce qu'il y a beaucoup de défis. Quand je vois par exemple le défi sécuritaire, Madame Judith et son Excellence Premier ministre vient à la tête de l'exécutif du moment où des milliers de populations sont dans les camps des déplacés. Du moment où, en ce moment, il y a des affrontements sur les lignes de front, c'est en ce moment-là. Et en dehors de ces conflits, il y a aussi la crise économique. Du moment où le panier de la ménagère, les gens sont en train de dire mais qu'est-ce que cette femme va nous apporter? Du moment où les étudiants, avec tout ce qu'il y a comme difficulté pour faire les études universitaires et même les études primaires, bien qu'il y a la gratuité, c'est en ce moment-là que l'histoire politique de la République démocratique du Congo s'écrit avec une femme à la tête de l'exécutif national. Mais on se demande quels sont les critères qui ont prévalu ou qui ont milité à son choix. Personnellement, je ne peux pas parler des critères parce que je ne suis pas du sphère des gens qui ont décidé de la nomination de notre Premier ministre. Je ne suis pas même de leur obédience. Peut-être parce que c'est une femme. Pas du tout, mais au moins, je reconnais une chose. Lors de son discours d'investiture, le chef de l'État, il avait dit « Je vais exploiter les compétences des femmes ». Et nous, on n'a jamais cessé de reprendre ça. Nous reprenons cela tous les jours. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a commencé à faire et c'est ce qu'il continue à faire. Donc, sans pour autant entrer dans les critères, mais pour ma part, quand je vois la personne à la tête de l'exécutif national, je me dis, ça y est, les défis sont énormes, mais elle va se battre comme toute femme de bonne foi, toute femme qui est éprise du sens du développement et de la paix. Voilà ce que je peux dire au stade actuel. Je rappelle que la première ministre, Madame Judith Suminwa-Tuluka, vient du ministère aussi grand de notre pays, le ministère du Plan. Alors, madame, il y a des Congolais qui me disent, mais voilà, elle est nommée première ministre, mais au ministère du Plan, quel est son bilan? Mon Dieu, je ne suis pas venu faire le bilan, mais je sais une chose. Les gens qui fréquentent le ministère du Plan, moi je suis une consultante, je fais donc des analyses genre en ce qui concerne la politique d'intégration de la dimension genre. En tout cas sur terrain, à travers l'ensemble du pays, il y a des projets. Et qui pilote cela? C'est grâce aussi à la mobilisation des ressources du ministère en charge du plan. C'est ça le rôle du ministère. Il joue d'interface avec les bailleurs au développement, les partenaires de la RDC et aussi les besoins de la population. Donc le ministère du plan, c'est le ministère vraiment de planification. Bien que ce ministère a aussi des difficultés comme tous les autres ministères pour accéder à l'appui budgétaire et tout, mais en tout cas, le travail qui a été fait au niveau du ministère du plan, il est question d'approcher les cadres de ce ministère et même l'administration publique pour vous dire combien a été comme projet réalisé et qui sont en cours de réalisation. Il y a toujours des négociations avec le Japon, avec d'autres pays donataires et les gens qui présentent leurs projets qui jugés bancables sont appuyés. Moi je connais des centres de formation qui ont été appuyés, je connais le programme qui est piloté au niveau du ministère des Affaires sociales avec les services sociaux et tout, où on crée des jeunes entrepreneurs. Donc, c'est des bailleurs. Et ça passe par le ministère du Plan. Donc, il faut comprendre, très souvent, on ne cherche pas l'information, mais plutôt on critique. Ça, on doit changer aussi la manière de faire. Et je pense que nous, comme activistes des droits des femmes, nous devons étudier les stratégies pour voir
comment communiquer, comment aider notre Premier ministre pour communiquer suffisamment. Donc, elle aura son cabinet, mais nous serons des bénévoles comme activistes des droits des femmes dans notre travail de tous les jours quand on sera sur le terrain pour faire des analyses genre et on trouve qu'il y a un élément qui cloche et tout. On aura toujours une boîte de suggestions pour dire voilà ce qu'il faut faire. Au moins, à la fin de son mandat, elle ne va pas dire que les femmes m'ont abandonné ou les activistes m'ont abandonné, pas du tout. Vous l'avez déjà rappelé, madame, ou relevé dans vos propos, la première ministre est nommée dans un contexte de guerre d'agression où la RDC est agressée par le Rwanda. Et il y a des milliers et des milliers de déplacés dans la partie Est. Au-delà de besoins immenses qu'elle-même a relevés dans ses premiers mots. Alors, parlons de ces défis sécuritaires. Madame Judith Suminwa dispose-t-elle des atouts nécessaires pour arrêter cette guerre d'agression? La guerre ne sera pas arrêtée par elle-même. C'est une action gouvernementale. Et il y a aussi l'implication des pays amis de la RDC. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a comme diplomatie à mener. Je dois t'avouer, pour avoir été dans une rébellion, moi, Faïda Mwangiloa, je ne soutiendrai plus jamais une lutte armée. Parce que ça crée beaucoup de problèmes au niveau de la population, alors que des solutions diplomatiques peuvent aider à résoudre des problèmes. Donc moi je crois qu'elle aura le temps d'étudier. Elle a déjà été dans le gouvernement, elle suivait ces dossiers de loin parce que là-dedans, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère de la Défense, il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a le ministère des coopérations régionales. Je parle des ministères qui travaillent dans le sens sur des questions de sécurité. Il y a les FARDC, il y a bien sûr aussi l'intérieur. Donc moi je crois qu'elle aura tout le temps de voir les dossiers, d'examiner les dossiers et de voir qu'est-ce qu'il faut proposer au gouvernement pour que ça soit adopté de manière à soulager et arrêter le drame qui est en train de se passer aujourd'hui. À l'est du pays, ça fait presque 2 ans que les populations sont en divagation. C'est la population congolaise qui est en train de souffrir. Et je crois que comme gouvernement, il y a lieu de voir les choses, tout en sauvegardant l'intégrité du territoire national. Il y a des choses à négocier, il y a des choses à ne pas négocier. Donc, mais si vous devez recourir à une option de résolution des conflits, moi je crois que la résolution pacifique diplomatique des conflits serait la meilleure parce que le peuple de la région des Grands Lacs, nous avons travaillé sur ces questions à un moment donné de l'histoire de ce pays. On pensait peut-être qu'à partir de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, on allait résoudre le problème de la région des Grands Lacs. Toute la population de la région a besoin de la paix. Et je crois qu'il y a lieu de s'impliquer et de dire arrêtons les cycles de violence dans la région et voyons voir comment nous pouvons évoluer ensemble parce que nous avons une obligation comme de voisins de se protéger mutuellement et d'avancer pour la paix des populations. Moi, je crois que c'est un grand défi qu'elle va faire face à cela. Et nous parce qu'elle-même l'a dit, et c'est parmi ses priorités, la paix et le développement de notre pays. Effectivement. Alors, les attentes des Congolais, madame, sont multiples. Par où va-t-elle commencer? Saura-t-elle faire la différence? Parce que les hommes ont pu gérer la République, ont pu gérer ses postes. Mais les Congolais ne semblent pas toujours trouver gain de cause. Avec elle, peut-on espérer la différence? Moi, je crois que la différence ne commencera pas par des miracles. La différence dans la gouvernance commence par le respect des règles. Quand tu regardes comment les gens se comportent, parce que moi je prends toujours les ressources humaines
comme un capital. Le capital humain est indispensable lorsqu'on veut opérer des changements dans une nation. Le capital humain, ce ne sont pas des millions, c'est d'abord le capital humain. Comment le capital humain qu'elle va utiliser va continuer à se comporter. Et là, je vois les agents et cadres de l'administration publique, je vois même les membres de son cabinet, comme Premier ministre, je vois l'ensemble de membres du gouvernement, de son équipe gouvernementale. Je vois le citoyen lambda sur terrain, comment le citoyen se comporte. Jerry, sur la route en venant ici, je vois une personne traverser le boulevard sur un endroit non indiqué et déjà sur la 4e bande, donc elle veut, et il était accompagné d'une autre dame et ils étaient en train de causer. Mon Dieu, donc il a échappé. C'est un problème de changement de mentalité. Il a échappé à la mort. Mais si c'est un chauffeur étranger qui vient de notre pays, il ne peut pas comprendre comment sur la 4e bande qui est là où il y a même des séparateurs, qui est des citoyens qui se promènent calmement pour aller escamoter les séparateurs. Non, les citoyens lambda. Donc, quand moi je parle de capital humain, il y a des choses à réglementer, le plus tôt, ne fût-ce que par un discours. Je viens, voilà ce que je n'aime pas. Avec les services habilités, voilà le citoyen. Comprenez, donc il y a des choses à faire qui peuvent commencer par simples paroles. Mais simple Madame Faïda Mangilo, parlons-en. Les discours ne suffisent pas pour le moment, ce sont les actions concrètes. Mais je suis en train d'aller. Suivi. Avant, c'est les discours, on informe la personne. Avant, c'est la loi. On prend la loi, on exécute la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et quand je parle de là, je parle de cela. Je parle aussi de tout ce qu'il y a comme instance judiciaire. Parce que ce ne sont pas des lois. Si on appliquait seulement les lois que nous avons, on aurait peut-être moins de problèmes. Même en termes de détournement et tout, on aurait moins de problèmes. Moi, je crois qu'il y a plusieurs défis, mais tout dépendra de l'engagement. Vous travaillez avec moi, sachez que le travail commence à telle heure et se termine à telle heure. Même après un mois, si je vois que tu ne réponds pas à mon rythme de travail, monsieur, tu peux partir. Et le bateau continue. Madame du gouvernement, voilà. À un certain moment, le pouvoir qu'elle aura, pas comme femme, mais comme Premier ministre, il y a des gens qui chercheront à confondre. Ici, nous ne sommes pas devant une femme. Le sexe ne nous intéresse plus dans le cas d'espèce. C'est le travail, c'est le résultat. Et les gens qui vont confondre en se disant ben c'est une femme et moi j'ai une femme à la maison, dans des consultations que je réalise sur terrain, je rencontre, je fais face à de tels discours. Oh, les femmes, quand elle est au pouvoir, elle exagère en quoi? Si elle pose tel acte, vous commencez à la juger comme femme et non comme responsable de la maison ou de l'entreprise ou de l'exécutif. Donc moi je crois que nous avons beaucoup de défis. Le panier de la ménagère, qu'est-ce qu'on va faire? C'est aussi le respect des règles. À telle date, on sait que les gens vont toucher leur salaire. Effectivement, à telle date, aider les gens à toucher leur salaire, même pour les privés. Parce que souvent, on se réfère aux agents et cadres, on oublie la main-d'œuvre là qui est utilisée par les expatriés et d'autres Congolais qui n'est pas payé. Même les femmes ménagères, les femmes qu'on utilise, qu'on appelle entre guillemets les domestiques, non, elles ont des droits. Donc moi je crois, devant tout ce qu'il y a comme défi immense, il faut y aller tout doucement, dans le respect des règles et des normes, et avec l'accompagnement de l'ensemble de la population. Souvent, hier, à un certain moment, j'étais obligé de fermer le téléphone parce que les gens appelaient, mais Madame Faïda, ça change quoi? Et les femmes, vous avez parlé à la radio Okapi, est-ce que vous pensez qu'elle va suivre les options de son organisation politique et non pas de la population? Moi, je dis, c'est un choix. Elle ne va pas trahir son organisation politique.
Mais le défi, c'est de répondre aux desiderata de la population. Parce qu'il y a toujours un temps. Il y a un temps pour entrer dans les institutions et il y a un temps pour sortir des institutions. Et on doit commencer à compter ce temps du moment que tu es nommé. C'est là qu'il faut commencer à compter. Il ne faut pas compter après le mandat. Il ne faut pas analyser après le mandat. Il faut dire, j'ai affaire à des défis. Oui, mais je dois apporter ma modeste contribution. Même si je n'arrive pas à résoudre tous les problèmes. Mais au moins, il y aura des cachets qui resteront que tel quand il était là, quand elle était là, voilà ce que nous avons vécu. Le pouvoir d'achat de la population congolaise s'est déprécié, c'est détruit jour après jour. Aujourd'hui, les Congolais ne savent que faire. L'économie presque asphyxiée. Là aussi, c'est un problème prioritaire pour la première ministre. Vous savez, M. Géry, la guerre coûte cher. La guerre coûte cher. Notre Premier ministre fera face aussi aux dépenses pour la gestion des questions sécuritaires. Et à un certain moment, ces questions ont priorité sur d'autres, malheureusement, sur d'autres dépenses, et ça a toujours des conséquences négatives. Mais je crois qu'il y a lieu de conjuguer les énergies et de voir surtout, quant à ce qui concerne les recettes du trésor public, que rien n'échappe à son contrôle. Parce qu'aussi, bien qu'il y a des difficultés, il y a beaucoup d'argent qui échappe au contrôle. Moi, on peut tout dire. Comment comprendre que tu payes ton argent, on nous fait payer des vignettes? Je le dis encore, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Le chauffeur rentre, je lui dis, où est la preuve de paiement? On lui donne seulement un papier pour l'aider à circuler et puis il ira. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. On doit nous aider, nous, les citoyens, qui payons nos taxes, à ce que tout soit clair. Ça va d'ailleurs encourager la population, les citoyens, à payer les taxes sans Madame, beaucoup de difficultés. Ce qui n'est pas le cas dans parce que pays. nous, les citoyens aussi, nous n'aidons pas nos autorités. Les agents et fonctionnaires de l'État n'aident pas les autorités. Chacun cherche à se payer là où il est. Même une sentinelle à l'hôpital général ou à l'hôpital à Mama Yemo cherche à se payer là où elle travaille. Et là, les conséquences, c'est sur la population. Mais parce qu'il n'est pas payé? Parce qu'il n'est pas payé, et même lorsqu'il est payé, il demande toujours. Il est payé quoi? Il est payé quoi? On doit partir de ce qu'on a pour réclamer ce qu'on n'en a pas et se comporter en toute responsabilité. C'est ça la citoyenneté responsable. Malheureusement, d'autres pays ont commencé ainsi, avec la discipline. Et dans la discipline, si tout le monde, à partir du sommet jusqu'à la base, respecte cette discipline, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour observer des changements au sein de la communauté. Malheureusement, la discipline qui n'est toujours pas respectée au pays. Mais c'est nous les citoyens. À tous les niveaux. C'est nous les citoyens. C'est nous. La faute incombe à qui? Chacun. Peut-être l'éducation qui nous manque. L'éducation, tout ça. La sensibilisation. Effectivement, nous devons continuer. Et vous, les journalistes, vous avez aussi votre part de responsabilité. Tout à fait. Alors, je rappelle que Des Vives Voix reçoit sur ce plateau Madame Faïda Monguiloa, et les ministres honoraires du genre et en même temps consultante en genre et activiste de droits de femmes. C'est avec elle que nous sommes en train de nous entretenir sur les atouts et les défis à relever par la première ministre, Madame Judith Suminwa, qui a été ou qui a trouvé grâce aux yeux du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Formation du gouvernement, Madame, selon certaines indiscrétions, la première ministre va trouver sur sa table déjà une mouture du gouvernement. Le fait qu'elle vient trouver une mouture, une maquette du gouvernement, est-ce que ce n'est pas une façon déjà de lier ses mains au départ? Bon, vous savez qu'il y a eu comme
dans la culture ici, il y a toujours des alliances. Donc, notre Premier ministre ne va pas seul s'enfermer dans une chambre et sortir avec un gouvernement. Non, elle peut néanmoins émettre un avis par rapport à ce qu'elle peut trouver. C'est comme ça que les choses, malheureusement, marchent. Mais alors, ça dépendra des personnes qui vont proposer. Ça aussi, c'est une responsabilité. Une responsabilité de la part des personnes qui proposent des noms pour dire, je dois tenir compte de quoi? Parce que la constitution d'un gouvernement doit répondre à un certain nombre de critères. Au-delà d'appartenance à son organisation politique ou quoi, il y a aussi, bien sûr, le profil du candidat ou de la candidate qu'il faut absolument observer. Il y a aussi l'appartenance régionale, provinciale. Ça, absolument. Parce que vous pouvez amener 20 personnes dans un gouvernement ou 30, mais qui appartiennent à une même province. Ça crée des animosités, ça crée des inimitiés et tout. Moi, je crois tout cela. Et la Constitution le dit. Il faut en tenir compte. Mais aussi, il faut tenir compte d'autres experts qui ne sont pas des partis politiques, qui sont là, des experts qui ont une maîtrise. Et si c'est toi, monsieur Félix. Bon, c'est Félix. On peut dire non. Sur telle matière, je pense que Félix répond aux critères. Et Félix répond aux critères. On lui dit, voilà, il faut... Parce que dans tout cela, quel est le champ d'action? J'ai été dans une formation, loin de ce pays, pendant plusieurs mois. J'ai réalisé, en suivant ce vieux formateur, que le gouvernement, à un certain moment, doit comprendre que nous sommes là, mais nous sommes sur un sol où il y a d'autres personnes. Et si nous n'agissons pas bien, même nous-mêmes, nous serons touchés. Lorsque, par exemple, la question de sécurité n'est pas bien examinée, tout le monde aura peur de circuler la nuit, y compris le ministre de Défense ou de l'Intérieur ou le commandant ou le général. Oh non, ceux-là sont gardés. Ils sont gardés, mais ils auront toujours peur. Il y a des nations qui peut-être ont dépassé ces questions-là. Et quand ils se promènent, même pour venir dans une manifestation, vous ne suivrez même pas des bruits de bottes qui sont accompagnés par des gars, ils entrent comme des citoyens, comme ça, dans une manifestation. Donc, une nation doit être considérée comme une seule marmite. Quand ça marche, ça marche. Et là-dedans, il y a les opposants, il y a les militaires, il y a les policiers, il y a les citoyens ordinaires, les enfants, la jeunesse et tout. C'est une nation. Tu n'iras pas chercher ta nation. Donc quand tu détruis ta propre nation, tu te détruis toi-même. Quand tu détruis l'éducation de ta nation, tu détruis aussi l'éducation de tes enfants. C'est ce que les gens oublient. Je rappelle que le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous avez un message, vous avez une proposition à nous faire, vous avez... un sujet qui vous tient à cœur pour participer dans cette émission. Ce n'est pas seulement en français, l'émission est bilingue. Vous pouvez nous envoyer votre préoccupation ou solliciter votre participation. Nous sommes disposés à vous recevoir afin d'apporter votre contribution à la bonne marche de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Madame, vous avez parlé des critères pour être nommé ministre ou que ce soit. Selon vous, quelques-uns seulement des critères qui pourraient concourir à la nomination de telle ou telle autre personne? Merci beaucoup. Il y a d'abord, par rapport moi-même à l'expérience que j'ai de nos institutions, c'est d'abord les compétences. Il faut maîtriser les domaines où on t'envoie, le secteur où on t'envoie. Bien sûr, tu auras des conseillers. Mais bien que tu aies des conseillers, mais on doit te conseiller sur chaque matière. Ça n'ira pas. Donc, la maîtrise du secteur où tu seras envoyé, c'est l'élément d'abord principal. Mais de deux, un autre critère qui n'est pas le moindre, l'éthique. Très souvent,
nous mettons ça de côté. Un homme d'État, c'est un homme du public. Et qui doit refléter la confiance. Quand on parle de toi, on dit, oui, c'est un homme de confiance. Mais lorsqu'on sait que c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, c'est quelqu'un qui, à bout de compte, il change d'avis, et puis il te dit que la politique est dynamique, c'est quelqu'un... Dans le même pays, l'éthique, on peut tout dire. L'éthique, c'est un élément important. C'est l'éthique qui nous fait voir, non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Mais en dehors de cela, il y a aussi le critère, parce que c'est aussi la représentation régionale. Nous sommes un pays vaste, mais nous devons aller dans l'unité en se disant, au moins, chaque citoyen, quand il regardera le membre du gouvernement, il dira, c'est ça, on ne peut pas s'en passer, il dira, nous sommes aussi là. Ça fait partie aussi des critères, mais aussi la représentation des femmes. Alors, nous ne pouvons pas avoir un gouvernement où on vous dira que vous avez 30% de femmes et 70% d'hommes, alors que la Constitution parle de parité. Est-ce qu'elle peut user de sa position de Premier ministre afin de jouer en faveur de la femme pour avoir un nombre important au sein de son équipe? Elle peut le faire, tout dépend du plaidoyer. Ça, c'est un plaidoyer fort à mener. À un certain moment dans l'histoire de gouvernance, et même moi-même quand j'étais au gouvernement, j'avais fait face à un problème où l'un des responsables des composantes, parce que là c'était le gouvernement des composantes et entités au dialogue, avait aligné des cadres, des membres de gouvernement sans même une représentation des femmes, sans faire attention à la représentation de la femme. J'ai demandé audience. L'autorité pensait que je venais pour autre chose. Je suis venu, je dis, je suis membre du gouvernement. Donc je ne peux pas contredire le gouvernement ou la décision que vous prenez. Mais comment se fait-il qu'en proposant les noms des membres d'État composantes, vous n'avez pas fait allusion à la représentation aussi équilibrée ou équitable de la femme? Je suis vraiment gêné de voir que le gouvernement ancien, dans votre composante, vous aviez proposé beaucoup plus de femmes, mais avec ce gouvernement sensiblement réduit. Je pense qu'à... Nous allons maintenant chuter dans cette émission. Madame Faïda Manguiloa, l'Église catholique parle d'un non-événement, la nomination de la première ministre Judith Suminwa. En effet, le cardinal Ambongo espère que la mise en place de son équipe ne devrait pas tarder. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, la mise en place de son équipe ne doit pas tarder parce que après la proclamation de résultats aux élections, disons des élections présidentielles, législatives et tout, ça fait 3 mois. Bientôt, nous entrons au 4e mois. Et jusque-là, les choses n'évoluent pas. Vous savez que notre administration n'est pas aussi forte. Ça fait partie des priorités. Il faut vraiment renforcer l'administration. Très souvent, l'administration a un personnel, mais qui n'est pas outillé et tout. Et quand il y a des problèmes au niveau du gouvernement, vous réalisez combien tout devient difficile à évoluer. Nous présentons des dossiers dans les différents ministères. On vous dit non, il faut attendre, nous faisons la transition. Donc, la mise en place du gouvernement ne peut plus tarder. Si ça peut même sortir dans les 48 heures, ça aiderait la population parce qu'au moins, c'est pas aujourd'hui que le pouvoir en place, c'est qu'il doit mettre en place un gouvernement après les élections. C'est sûr que les noms sont là, mais il faut juste une dernière séance pour renforcer la cohésion comme alliés et tout, mais voilà. Donc, mais non-événement, je ne sais pas dans quel contexte, notre monseigneur a dit ça, c'est pas dans quel contexte, mais pour nous, comme activistes, c'est un événement. Mais ça sera un événement dans les actions. Voilà, peut-être c'est dans ce sens que il a dit que c'est un non-événement. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame.
Maintenant que c'est une grande dame qui est aux premières loges, il y a derrière lui un grand homme. Est-ce que son mari va influencer, va jouer un rôle clé à ses côtés? Monsieur Félix, vraiment, je m'attendais à cette question. Mais je dois avouer que le mari de son Excellence, Madame la Première ministre, son mari, c'est un technocrate, c'est un expert. Et très souvent, quelqu'un qui respecte son expertise, et très souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas nuisibles. Je ne pense pas qu'il puisse, en tout cas, induire ou faire, et je sais qu'il jouera bien sûr un rôle formidable, parce qu'avoir une épouse à la fois politique, à la fois technocrate aussi et tout, donc cela veut dire que c'est un couple qui se complète et qui bien sûr ne posera pas de problème. Est-ce qu'il ne va pas chercher à gérer l'association de la structure je ne pense pas. Il peut donner des conseils, mais je ne pense pas qu'il va prendre la place de Premier ministre, pas du tout. Mais donc, c'est un technocrate. Donc, merci pour cette question, parce que il y a des gens qui me l'ont posé déjà. Et vous dites toujours, derrière un homme, il y a une femme. Cette fois-là, c'est derrière un homme. C'est un couple qui est d'ailleurs très collé, très soudé. Et nous espérons qu'ils vont se compléter techniquement. Il pourrait aider à des conseils. C'est comme tout couple, même des agriculteurs ou soit des enseignants et tout. C'est des gens qui se complètent dans la vie des couples. Si vraiment un couple est cohérent et tout, c'est des gens qui se complètent, qui peuvent s'entraider en cas de difficulté. Parce que être une femme politique ou un homme politique, il y a des moments de stress. Et en ce moment-là, si vous avez une personne de bien qui vous appuie, qui vous accompagne, ça vous aide à aller de l'avant. Et j'ai failli oublier cette question par rapport à la taille du gouvernement. Le gouvernement sortant, c'était une 60aine de ministres. Ça ne sera pas le cas pour le moment? Je ne suis pas encore de main. D'aucuns craignent que ça soit comme par le passé, un gouvernement éléphantesque, une 50aine de ministres, 60aine. Effectivement, on nous a toujours reproché cela. Le travail, en principe, doit se faire par l'administration, parce qu'il y a l'administration. La politique vient, en tout cas, appliquer les lois et tout, accompagner l'administration. Je ne pense pas que ça nous crée des problèmes. Déjà, avec 500 députés, ce qu'il faut pour ces députés, c'est un budget. Et si vous avez encore 60, et au sein du gouvernement, dans chaque ministère, des cabinets. Non, moi je crois que peut-être que le gouvernement ici aura au maximum 50 membres, parce que bien sûr il faut satisfaire les uns des autres, les uns les autres. C'est ce qui nous crée souvent des problèmes. Dans la constitution d'un gouvernement, l'autorité se voit obligée de compléter d'autres tâches, alors que tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas être vice-ministre. Il y a plusieurs moyens d'aider son pays, de servir son pays. À un certain moment, on doit s'habituer à cela. Nous devons nous habituer à cela. Un jour, on peut être au gouvernement, et un autre jour, on peut servir la nation dans autrement, et les choses iront mieux. On va terminer avec cette question. Qu'est-ce que vous attendez de la Première ministre, Madame Judith Suminwa? Ce que j'attends d'elle, c'est juste la sagesse. Dans l'histoire du monde et d'autres nations, les personnes sages conduisent mieux leur nation. Qu'elle soit à l'écoute de sa population, qu'elle soit elle-même respectueuse de textes, parce que si on n'évolue pas avec le principe sacré, la primauté de droit, elle ne saura pas faire quoi que ce soit. Voilà, nous nous souhaitons bonne chance, et en espérant qu'elle rencontrera les desiderata de notre population. Les choses ne sont pas faciles, mais nous savons qu'elle est préparée à cela. En tout cas, c'est sur ces mots que nous aussi, à notre manière, nous souhaitons bonne chance et un fructueux mandat à la première dame, la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, qui a été nommée première ministre pour conduire les affaires de l'État. Les attentes sont nombreuses.
mais nous espérons qu'elle fera la différence. Là où l'homme a fait sa part. Nous attendons aussi voir la touche de la dame congolaise. Elle en a les atouts. C'est sur ces mots que nous vous disons merci pour votre fidélité à cette émission de Vive Voix. Merci à toute l'équipe qui s'est serré les coudes pour vous offrir cette recette. Merci également à Madame Faïda Mongiloa qui nous a fait honneur de répondre à notre invitation, ce qui n'a toujours pas été souvent le cas au regard de ses charges. Et merci à vous le patron, les téléspectateurs. En tout cas, je vous promets de vous rencontrer au prochain numéro avec un autre invité. Au revoir. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationalisme, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons.